Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Ça faisait longtemps que j'avais pas répondu à certaines questions qu'on me pose sur les réseaux sociaux ou ici sur YouTube. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je vous laisse aller préparer votre petit café des familles et c'est parti. La première question que j'ai sélectionnée, c'est une question en fait qu'on m'a posée très récemment et c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Pas cette question spécifiquement, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo où je répondais à vos questions. Je me suis dit que c'était l'occasion de partager l'information pour celle-ci. La question, comment envoyer par mail ? Bonjour Alexandra, je me permets de te contacter car j'ai regardé ta vidéo sur YouTube du télescope Skywatcher 130-900 et tu en as deux. Un bleu et un noir. Et ma question est, c'est quoi la différence entre les deux, à part la couleur du tube? Merci par avance. En fait, c'est une super question parce que je vois quand même avec la boutique qu'il y a quelques changements sur la marque Skywatcher. Spécifiquement, ce sont exactement les deux mêmes instruments, même tube, même monture, même trépied, mêmes accessoires. Mais comme j'ai un télescope qui a presque 20 ans, je peux quand même comparer avec ce que je vois actuellement et j'ai même vu encore des différences avec les tout derniers qui viennent d'arriver. Alors, cette différence, c'est par rapport, je suspecte, au coût de fabrication en usine en Chine. La première différence, ce sont les oculaires. Les deux premiers que j'avais il y a quasiment 18 ans, c'était un 20 mm et un 10 mm, avec plusieurs choses qui étaient quand même assez confortables. Déjà, au niveau de l'ouverture, je trouve beaucoup plus grand et donc beaucoup plus agréable lorsqu'on veut observer. 20 mm, vous allez me dire, mais Alexandra, ce n'est plus un 20 mm maintenant, c'est un 25 effectivement. Et regardez la comparaison entre les deux oculaires et vous voyez bien que l'ouverture n'est pas la même. Et donc je suspecte également aussi que le champ d'observation lorsque j'utilise les deux n'est pas le même. Le 25 mm actuel, c'est du 52 degrés et je pense que celui que j'ai eu il y a quasiment 18 ans était un tout petit peu plus grand au niveau du champ. Cet oculaire a quand même un petit peu vieilli et j'avoue que je ne le nettoyais pas correctement puisque j'utilisais mes t-shirts en soirée et donc il a quelques rayures, c'est normal avec l'âge qu'il a. L'oculaire que j'ai pu compenser, trouver un qui avait quasiment le même confort et avec lequel j'avais la même utilisation, c'est le 20 mm en 66 degrés de Skywatcher. Je trouve que les deux sont assez similaires et donc au final je me disais que celui que j'avais eu il y a 20 ans était un tout petit peu plus qualitatif quand même que celui qui est fourni avec. Autre observation, la partie en fait qui se dévisse, qui est censée être en métal, ils sont passés à de l'aluminium. Il y a de l'aluminium mais super léger. Du coup les oculaires actuels n'ont pas du tout le même poids et surtout je suspecte quand même qu'ils ont baissé au niveau de la qualité de la lentille. J'ai eu plusieurs retours ces derniers temps des 10 mm actuels qui vraiment étaient pas foufou, alors que ceux qui avaient encore il y a quelques années, il y a 5, 6, voire même plus de 10 ans, étaient plutôt bons. En tout cas, ils n'étaient pas parfaits, mais ils faisaient le taf. Et là, j'ai eu plusieurs retours en fait du disque qui était vraiment médiocre. Donc, je suspecte aussi que à cause, il y a eu ces dernières années le Covid et donc forcément aussi une inflation. Et donc, pour essayer de rester sur des coûts de vente accessibles, ils ont commencé à baisser au niveau de la qualité sur des petits points de détail. C'est pas grand chose. Je vois qu'il y a certains engrenages qui étaient en laiton avant sur des moteurs et qui sont passés en plastique dur sur la marque Skywatcher et donc je vois quand même qu'il y a ces petites différences. Au niveau du tube, si la qualité du miroir a baissé, personnellement je la vois pas en visuel, l'instrument est trop petit pour voir une différence. Au niveau de la monture qui est en fonte, je suspecte que l'alliage de la fonte a été un tout petit peu modifié parce que je vois quand même une différence, c'est minime et je pense que c'est vraiment pour économiser au niveau des coûts de fabrication. Mais spécifiquement sinon c'est exactement le même instrument. Petite info quand même, il y a actuellement dans les accessoires une barre Low x2 qui est fournie avec, médiocre certes, mais je ne l'avais pas eu pour ma part à l'époque, j'avais que le 20 et le 10. J'espère que cette question elle vous aura intéressé. On va passer à la suivante. Et en plus avec le soleil, bonjour, je viens d'acheter un Newton 150-750 sur EQ2. Je vois le haut en bas, le bas en haut. Est-ce normal? Oui, c'est normal. Je vous laisse du coup en lien. Regardez en dessous, en descriptif, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le tube, que ce soit une lunette astronomique ou un télescope, pourquoi l'image est inversée, mais pas de panique, c'est tout à fait normal. C'est marrant parce que moi, ça n'a pas été la première chose à laquelle j'ai pensé. Ça arrive parfois en soirée, les gens le remarquent tout de suite. Oh, la lune, elle est à l'envers.
Si on est en croissant ou en quartier, on le voit plus facilement. Mais c'est vrai que ma première observation, ça a été la lune en période de pleine lune. Donc j'ai même pas capté en fait qu'elle était à l'envers. Et voire même, j'ai mis longtemps à comprendre qu'elle était à l'envers. Je me suis pas forcément préoccupée de ça. C'était pas forcément la chose la plus flagrante pour moi. Mais oui, rassurez-vous, tout va bien, l'instrument est en parfait état si vous voyez à l'envers. Sur YouTube, vous êtes plusieurs à me parler de vos instruments et ça me fait super plaisir. Je vois surtout passer des instruments qui ont une focale un petit peu traître. Lorsqu'on parle d'un Bresser 130 par 1000 ou d'un Seben 114 par 1000 et je vois les instruments qui sont tout petits. Je rappelle, la focale, c'est la distance que parcourt la lumière dans le tube. Théoriquement, pour les lunettes astronomiques et pour les modèles de miroir type de Newton, la focale correspond approximativement à la longueur du tube. Alors, je vous la fais courte, mais spécifiquement, quand vous allez avoir du coup une information de 200 par 1000, vous voyez que l'instrument, il fait 1 mètre de longueur. Le 250 par 1200, la focale, c'est 1200, donc l'instrument fait quand même 1,20 m quasiment. Et là, sur le coup, on se dit, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on a 1000 de focale et on va avoir le tube qui fait pas 1 mètre de long? Eh bien tout simplement parce que pour certaines marques, il y a une petite fourberie, appelons-la comme ça aujourd'hui. Il y a une Barlow intégrée au niveau du porte-oculaire. C'est pas une blague. En fait, vous allez avoir un instrument qui va faire soit 330 de focale, soit 500 de focale, c'est souvent 330. Et en fait, au niveau du porte-oculaire à l'intérieur, il visse une Barlow x2 x3. Donc c'est une Barlow directement intégrée. Je rappelle, la Barlow, si jamais vous pouvez aller voir la super vidéo de Laurent à Astronomie à la lunette, il a fait une super vidéo dessus. La Barlow grossit la focale du nombre en fait, soit par 2, soit par 2,5. On a des Barlow x3, on a des Barlow x5. On va parler un jour d'une Barlow x10. Ça, j'ai jamais vu. Barlow x10, j'ai jamais vu. x5, ouais, j'ai déjà testé la Kepler en x5. Il y a aussi une télévue en x5. Mais effectivement, lorsque vous allez avoir du coup un instrument qui va faire 330, 333,3333, hein, on est d'accord, et que vous mettez une Barlow x3, bah, ça multiplie la focale par 3. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec un instrument qui fait 330 de focale, mais en fait, qui fait 1000 de focale avec, du coup, cette Barlow. Mais les Barlow qui sont fournis avec sont vraiment, je mâche pas mes mots, elles sont vraiment de piètre qualité. Et donc, si vous rajoutez un système de lentilles, plus en plus une lentille de pas très bonne qualité, vous perdez en qualité d'image. Et donc, spécifiquement, ce ne sont pas des instruments qui sont très bons, qu'on conseille généralement, voilà, pour l'observation. Vous arriverez à apprendre à connaître votre ciel, puisque peu importe l'instrument que vous choisissez, vous devez quand même savoir repérer les objets du ciel profond, en plus de la Lune et des planètes, mais spécifiquement, c'est juste le visuel qui sera un petit peu inconfortable. Une question très intéressante, alors spécifiquement je ne suis pas une grande experte en astrophotographie, mais du coup je pourrais quand même répondre à cette question posée sur YouTube. Encore très belles images, je me pose une question, est-il possible de faire de l'astrophoto sans caméra de guidage et comment? Merci pour la réponse. Alors oui, on peut faire de l'astrophotographie sans autoguidage incontestablement. L'autoguidage, vous allez le mettre en visuel sur une étoile, va donner l'ordre à la monture de rester centrée sur l'étoile. Et donc si maintenant il y a une légère variation de suivi, elle va venir la corriger sur les deux axes d'ascension droite et de déclinaison. Dites-moi si je me plante, mais je suis quasiment sûre que c'est à peu près comme ça que ça marche. Pour faire de l'astrophotographie, idéalement, de toute façon, faire une excellente mise en station. Et même encore là, même avec une bonne mise en station, la preuve qu'il y a toujours des choses à rectifier. D'ailleurs, je tiens à dire, pour ceux qui viennent critiquer un petit peu les instruments de Vaonis ou le Seestar ou tous ces nouveaux instruments connectés, que en fait vous utilisez exactement la même techno. Ça veut dire allez m'écrire en commentaire « Ah non, c'est pas le futur de l'astrophotographie, ces instruments connectés », mais quand vous me dites derrière en commentaire que vous avez une HEQ5 Goto avec un Asier et une lunette guide, mais en fait vous utilisez exactement
La même chose, si vous voulez vraiment critiquer du coup les instruments connectés, faites au moins du coup de l'astrophotographie à l'ancienne, sans autoguidage, sans ASIR, sans motorisation et sans goto, avec un suivi manuel à la main, comme j'ai pu l'entendre au RCE par Olivier Gadal, qui lui avait fait un suivi sur Andromède pendant 45 minutes en manuel. Et si jamais je vous renvoie sur la vidéo de Nebula Photo qu'il a fait, et je vous assure que là vous allez moins rigoler. Mais finalement, les nouveaux instruments ne sont là que pour faciliter la mise en place et tout ce qu'il y a à faire. Et l'autoguidage sera intégré par le boîtier d'ASIR et donc le suivi se fait comme ça. On n'a pas de mise en station, ça fait du stacking, mais au final, certes ce sont des petits instruments, mais on va arriver dans quelques années, voilà, il faut s'y préparer, avec toute une gamme d'instruments connectés de différentes tailles. Donc finalement, se concentrer sur le traitement photo actuellement est peut-être plus important, surtout que maintenant j'entends parler de logiciels où il y a juste à mettre ses photos et ça fait un traitement tout seul aussi. Les nouvelles technologies évoluent extrêmement vite et il faut savoir aussi les accepter et aussi voir le potentiel de ces nouveaux instruments qui arrivent sur le marché. J'ai un peu dévié de la question, mais j'espère que vous m'en voudrez pas. On va passer à la question suivante. La prochaine, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque-question. J'étais un petit peu triste d'ailleurs en le lisant sur le Facebook Astronome amateur du Québec. Est-ce que c'est normal que je n'ai pas aimé mon expérience d'astronomie? J'ai reçu mon télescope Célestron 8, donc un C8 quand même. Enfin, je veux dire, c'est un C8, c'est quand même sympa. Puis sérieusement, les mouches, pas capables d'avoir une belle image et beaucoup de sueur, pas fait pour moi. Je suis super triste en fait parce qu'un C8 c'est quand même un super instrument. Alors je ne sais pas ce qui cloche dans les observations de cette personne, mais vraiment avec un C8 on peut quand même faire beaucoup de choses. On se fait extrêmement plaisir sur la Lune et les planètes certes, mais on peut aussi déjà commencer à faire du ciel profond et vraiment l'apprécier. Donc j'espère que cette personne a pu quand même réitérer ses observations et qu'elle ne sera pas trop déçue parce que moi je suis toujours trop triste quand les gens en fait voilà ils disent en fait je m'attendais pas à ça, je m'attendais à avoir des choses très colorées dans le ciel, mais c'est pas la même chose lorsqu'on va regarder un astre, certes pas coloré, une nébuleuse par exemple qui est un peu grisonnante, mais qu'on la voit de ses propres yeux d'une certaine manière en direct, voilà, avec le temps que la lumière nous arrive. Moi, je trouve ça, si tu es à des milliers ou des millions d'années-lumière de nous, je trouve ça juste extraordinaire. Voilà, mais après, vous allez me dire, ah mais c'est parce que tu es passionné, mais en fait, j'ai trouvé ça extraordinaire dès le départ et je suis devenue passionnée parce que j'ai toujours trouvé ça aussi fascinant. Après, franchement, je trouve que le fait de ne pas voir trop les couleurs, ça me gêne pas justement, je trouve que ça montre aussi les limites de ce que la vie et l'univers nous offrent. Ça veut dire de ne pas tout voir et de ne pas tout avoir, mais de se satisfaire de ce qu'on a et qui est déjà énorme. Parce qu'on pourrait ne pas observer les étoiles et donc ne pas se rendre compte de l'immensité de l'univers qui nous entoure, alors que là, on peut l'observer avec des petits moyens et malgré tout, je trouve ça beau d'avoir la capacité à notre échelle, qui est ridicule dans l'univers, d'avoir la capacité de pouvoir observer et de se rendre compte de tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est beau. Parce que j'essaye parfois de montrer les étoiles à mon chat et ça marche pas. Je crois qu'il s'en fiche. Il veut que des gratouilles et manger. Voilà. Mais j'essaye quand même de l'initier. Allez, une petite dernière question et je la vois passer sur pas mal de groupes. On me l'a posée à plusieurs reprises. Bien sûr, je reparle de ces instruments connectés parce que j'ai fait quand même quelques vidéos dessus ces derniers temps. Avec Vaonis, Estia, on va avoir la vidéo du Dwarf. Je vous garantis que... Enfin, on n'a pas eu le temps encore de tout tester. Ça promet. Mais souvent, en fait, on vient me poser la question par rapport au planétaire. Pourquoi on ne peut pas faire de planétaire avec, du coup, les instruments connectés? En fait, c'est pas qu'on peut pas en faire, c'est juste que c'est vraiment tout petit. Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'observation de Mars, de Jupiter et de Saturne avec Eve, mon Vespera de Vaonis, bien sûr, que j'ai payé à l'époque. Voilà, si vous ne le saviez pas, je vous laisse découvrir toutes mes vidéos sur ma petite Eve. Et c'est vrai que la focale, elle est courte, donc forcément, le grossissement, il n'est pas foufou. Mais aussi, on parlait avant de taille de l'univers, il ne faut pas oublier que Jupiter a un diamètre d'environ 140 000 km. Vous allez me dire, mais c'est gigantesque. La Terre a un diamètre d'environ 12 800 km. Et lorsqu'on va photographier une nébuleuse, ou un amas globulaire, ou une galaxie,
qui font des millions de kilomètres de diamètre, certes beaucoup plus loin, mais surtout beaucoup plus grand. Et ça tombe bien parce que c'était une réponse que j'avais donnée à quelqu'un justement pour lui expliquer une des dernières questions qu'on m'a posées par mail, pour un peu expliquer justement ce comparatif. M13, Messier 13, l'amas globulaire de Hercule, mesure environ 120 années-lumière. Ça veut dire que si on avait la possibilité de parcourir en une seule seconde 300 000 km, il nous faudrait 120 ans pour aller d'une étoile à l'autre pour traverser cet amas globulaire. Traverser, on se comprend. On ne peut pas traverser les amas globulaires. Mais spécifiquement, vous voyez un peu l'idée. C'est sa taille. Et juste pour info, une année-lumière, c'est 9461 milliards de kilomètres. Je vous laisse faire le calcul, bien sûr, avec M13. Donc, lorsque vous allez photographier le ciel profond, en fait, ça prend juste une énorme place. Donc, vous photographiez quelque chose qui est petit, certes, sur votre écran, mais qui est juste gigantesque dans la galaxie. Pas aussi gigantesque, bien sûr, que les galaxies elles-mêmes, puisqu'elles sont encore plus grandes, hein, puisqu'on est passé sur le parsec, tellement l'année-lumière était trop petit. Mais pour vous dire que lorsque vous allez photographier une planète, certes, on est proche, mais en fait, elle reste petite parce qu'elles sont petites, malgré tout, malgré leur taille gigantesque par rapport à nous. Donc forcément, au niveau du champ d'observation, et en degrés, bien sûr, vous allez avoir plus d'opportunités d'aller photographier les nébuleuses, ce gaz diffus, voilà, dans l'espace. Donc c'est beaucoup plus agréable pour ces petits instruments d'aller les photographier. Mais spécifiquement, vous pouvez faire du planétaire avec ces instruments. C'est juste que le rendu ne sera pas foufou. Pour la Lune, j'ai pu voir, les résultats sont quand même super intéressants. Ça reste minime, voilà. Mais moi, je préfère à la voler comme ça au smartphone et faire clac, 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 en mode rafale à main levée, comme ça, et ta, 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 et essayer de shooter en espérant qu'il y en ait une qui soit bonne. Bon. Après, voilà, parce que je peux grossir avec le téléphone, parce que je peux changer d'oculaire pour faire les grossissements, sachant qu'il n'y a plus d'oculaire pour faire les grossissements dans les instruments connectés. Vous avez directement la lunette, style de lentille, hein, par exemple, parce que c'est quasiment, on a vu, hein, c'est quasiment que des lunettes. Et vous avez la caméra directement imbriquée derrière. Je vais m'arrêter là, je crois que la vidéo est déjà assez longue. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner pour les prochaines vidéos et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram Alex Enastros, enastros.fr. Moi, je vais retourner à mes activités astronomiques et surtout la boutique. À la prochaine, salut!